Salut, c'est Loïc. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je vais te présenter l'interview que j'ai réalisée avec Michael Boro. Je suis enthousiaste pour deux raisons. Donc la première raison, c'est que Michael a fait partie des meilleurs pratiquants de taekwondo au monde parce qu'il a enchaîné les podiums de 2001 à 2007. Dès qu'il faisait une compétition, il y avait un podium. Tu vois, donc forcément, il a une collection de médailles. Tu vois, il est 7 fois champion de France, 4 médailles au championnat d'Europe, 2 médailles au championnat du monde et 1 médaille à la Coupe du Monde. Et la deuxième raison, celle que j'apprécie le plus, c'est que durant cette période où il était au top, durant cette période où il enchaînait les podiums, tu vois, il prenait toujours le temps de revenir en Martinique. Alors, il revenait principalement pour des vacances, on va pas se mentir, mais ce qui est important, c'est qu'il prenait à chaque fois de son temps pour organiser un stage de taekwondo. Et en plus, les 3/4 du temps, le stage était gratuit. Donc du coup, Michael, tu vois, c'est quelqu'un qui est généreux et qui aime partager ses connaissances. Et ça tombe bien, parce que dans cette vidéo, je lui ai demandé quelles astuces il a utilisées pour être l'un des meilleurs mondiaux au taekwondo. Quelles astuces il a utilisées pour être aussi régulier, pour enchaîner les podiums. Si tu es prêt, c'est parti pour la vidéo. Ouais. Salut Michael, c'est Loïc. Donc je voulais déjà te remercier pour avoir accepté l'invitation sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Merci Loïc pour ton invitation. Pour moi, c'était essentiel de pouvoir répondre à tes questions parce que je sais que peut-être que ça pourra servir à certains, mon parcours, mon expérience de sportif de haut niveau et aussi d'entraîneur. Voilà, on peut commencer dès que tu es prêt. D'accord. Bon, bah super. On sait que tu as enchaîné énormément de podiums. Tu as fait 16 ans en tant qu'athlète au haut niveau. Et je voudrais qu'on revienne sur cette partie-là. Mais moi, je voudrais qu'on reprenne ton parcours depuis le début. Comment tu es venu à faire de la compétition en taekwondo? Alors en fait, le début en taekwondo était vraiment un début par hasard. Comme tout gamin, moi j'avais pratiqué un peu tous les sports, du foot, du basket, du volley. Et à l'âge de 14 ans, en fait, féru des arts martiaux, j'ai déménagé à Cergy-Pontoise. Et ma mère, à ce moment-là, tenait absolument que j'apprenne à me défendre. En fait, j'étais dans une zone un petit peu euh, d'insécurité, la banlieue chaude. Donc, elle se disait, bon, mon fils, je me sentirais mieux si tu apprenais un sport de combat. Par la même occasion, mon frère pratiquait déjà cet art martial. Donc, il était pour moi tout simplement d'être sur ses pas. Et rapidement, ben, c'est un sport, un art martial qui m'a énormément appris. En plus, avec toutes les valeurs martiales d'honneur, de respect, d'engagement que ça a pu véhiculer et canaliser en moi en tout cas. Justement, alors, comment t'en es venu à faire de la compétition Oui. et qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à faire tes premières compétitions en fait? En fait, bizarrement, quand j'étais petit, je me suis dit, j'aimerais être l'homme le plus fort du monde. Comme tout gamin qui regarde les dessins animés, j'avais un rêve, celui de devenir le meilleur, le plus grand guerrier que la Terre ait pu porter. Et, euh, et la meilleure façon, c'était d'être dans un sport de combat, un art martial. Je vivais par procuration avec les Bruce Lee, les Van Damme, donc je me suis dit, allez, on va tenter le challenge. Voilà, je ne suis pas devenu l'homme le plus fort du monde, mais au moins le taekwondo m'a permis d'arriver sur les plus hauts podiums mondiaux. J'ai même pu faire les Jeux Olympiques. Donc pour moi, c'est un petit peu un rêve d'enfant qui s'est accompli, avec bien sûr une passion nourrie d'efforts, des échecs, des non-sélections, des blessures, mais aussi les plus beaux moments que j'ai pu vivre ces dernières années. Alors, comment ça se passe? Tu avais à peu près quel âge lorsque tu avais justement cet objectif-là, lorsque tu as commencé tes premières compétitions et que tu voulais être l'homme le plus fort au monde? Comment ça se passe lorsqu'on a cet objectif? Comment on s'y prend en fait pour essayer de l'atteindre? Alors, dès petit, en fait, moi, je m'entraînais, je faisais un petit peu tous les sports, mais je m'entraînais aussi dans mon coin. Donc, je savais qu'il fallait que je sois physiquement prêt au niveau cardio. Donc, j'allais courir avec mon frère, avec mon père, avec des amis pour être le meilleur. Lorsque j'ai commencé le taekwondo à 14 ans, j'ai eu la chance d'avoir eu des compétiteurs autour de moi, un prof vietnamien qui m'a permis, on va dire, d'être bien entouré. Et j'avais d'excellents modèles, en plus que celui de mon frère. Je me suis entraîné comme tout jeune qui entre dans une structure sportive 2 fois par semaine. Mais en plus, les week-ends, j'allais courir, j'allais combattre
faire des shadows, sautiller, essayer de développer quelque chose. Je ne savais pas quoi. Pourquoi, qu'est-ce que je cherchais réellement à travers tout ça, mais tout simplement essayer de me dire qu'il fallait toujours en faire plus pour être le meilleur. Parce que pendant ce moment-là, pendant que mes adversaires dorment, moi, je continue à m'entraîner. Donc, c'était un petit peu cette mentalité que j'ai pu nourrir durant toute ma carrière. Toujours en faire plus que les autres. Du coup, tu t'entraînais un petit peu au feeling. Comment ça se passait? Tu étais déjà structuré ou, euh, ou comment? Alors au début, bon voilà, à 14 ans, quand on grandit, on fait ça un peu au feeling. On regarde, on est dans l'imitation en fait, tout simplement. Donc je regardais un petit peu ce que certains champions faisaient, mais pas uniquement dans le taekwondo, hein. Je m'inspirais de champions comme Michael Jordan, je m'inspirais de vidéos, je regardais, j'étais déjà très dans la recherche en fait personnelle. Petit à petit, ben, j'ai commencé à m'entourer de spécialistes, d'experts dans différents sports qui m'ont apporté un peu de leur expérience, avec qui j'ai échangé et petit à petit affiné mon projet d'entraînement, celui de devenir le meilleur déjà au niveau départemental, régional et ensuite de conquérir le titre national. Le fait de t'entraîner un petit peu comme ça au feeling de ton côté, ça t'a permis d'aller jusqu'à quel niveau? Bah, ça m'a permis d'arriver en finale des championnats de France pour affronter le champion du monde en titre, Mickaël Meloul. Ça, c'était en 1996. Et de là, en fait, les sélectionneurs français m'ont repéré et m'ont demandé d'intégrer le pôle France qui allait se créer à Aix-en-Provence en vue des préparations des Jeux Olympiques en 2000. Donc ça, c'était vraiment le début de ma carrière au niveau en 1996. De là, j'ai intégré la structure sportive d'élite fédérale. Et je suis passé de 2 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour. Donc ça a été un boom pour moi physiquement, mentalement et même environnementalement. Ce qui a fait que je suis passé de vice-champion de France en 96 à champion de France en 97. Donc ça a été une explosion pour moi et j'étais vraiment dans un système parfait pour pouvoir maximiser mon potentiel. Par la suite, justement, le corps n'a pas suivi et pendant 2 ans, c'était 2 années de galère. Paradoxalement, ben, je me suis blessé, je me suis fait les croisés parce que j'ai complètement explosé et implosé même par la même occasion. Le corps n'était pas totalement prêt. Le Et, corps n'était pas totalement prêt et ça m'a aussi permis de revoir un peu mon projet, mon système d'entraînement. Peut-être que j'en faisais trop, peut-être que j'axais ma préparation physique sur des facteurs qui n'étaient pas les bons. Et ça m'a permis, on va dire, de réfléchir sur ce projet et d'affiner un petit peu ma préparation physique, mentale et tout ce qui peut faire qu'un sportif soit dans les meilleures conditions pour accéder à un rêve qui était d'être aux Jeux Olympiques et d'être le premier médaillé olympique français. donc là, on est toujours en 97. Là, on est toujours en 97, 99, lorsque je me suis blessé. Ça m'a permis aussi de reprendre mes études, de faire des études, un brevet d'état premier, deuxième degré, d'être toujours dans cette notion de recherche sportive, de faire des études, de pouvoir transformer une expérience de terrain et des savoirs théoriques et de pouvoir les mutualiser pour pouvoir déjà enseigner, mais aussi se connaître soi-même. Donc même blessé, on lâche pas l'affaire, on essaye d'apprendre, même si c'est d'un point de vue théorique, on lâche pas quoi. Tout à fait, tout à fait. Ben, moi, je le dis toujours à mes athlètes que même si on est blessé, on peut assister aux entraînements et vivre aussi par procuration, visualiser les entraînements pour continuer à apprendre. Donc là, tu étais en phase de remise en question, tu étais en train de te chercher, de chercher d'autres moyens de progresser malgré ta blessure. À quel moment, quelle chose t'as fait différemment? Quelles méthodes qui t'ont permis vraiment d'exploser au niveau international, de franchir le cap du niveau national au niveau international? Alors là, je vais te renvoyer à l'année 2001. L'année 2001, je reviens après 2 ans de galère. Je suis champion de France. Et à ce moment-là, en fait, j'avais une amie qui était sophrologue, qui était venue regarder mes championnats de France, qui était à Paris, à Pierre de Coubertin. Et à ce moment-là, elle me fait un petit débrief. Elle me dit, écoute, bravo pour ton titre, mais j'ai l'impression que tu n'es pas à 100% de ton potentiel. Donc là, on se questionne, on se pose des questions. Elle me dit, écoute, moi, j'aimerais te faire une cassette, un enregistrement qui va te permettre d'améliorer, on va dire, ton potentiel tout simplement. Et en fait, c'était une cassette de sophrologie. En fait, elle utilisait la respiration, la détente et la visualisation
pour pouvoir jouer sur mes phobies, mes peurs, et de là améliorer mes performances en taekwondo. Une révolution pour moi dans mon système d'entraînement parce que je suis passé à un athlète qui était champion de France mais qui n'avait rien gagné de vraiment probant au niveau international à devenir vainqueur de la Coupe du Monde. Donc ça s'est passé clairement, je vous dis, la veille de la Coupe du Monde, moi qui ne dormais jamais, qui stressais énormément, j'écoute cette cassette, je dors, le lendemain je me réveille, lorsque je mets un pied au sol, je m'aperçois que je suis comme transformé mentalement, physiquement. Et j'étais persuadé à ce moment-là que j'allais gagner. Et là, transformation, je bats les meilleurs mondiaux et je deviens vainqueur de la Coupe du Monde. La première compétition réelle que je gagne. Par la suite, je voulais prouver que ce n'était pas le fruit du hasard. 6 mois après, je réitère la même routine de préparation, que ce soit mentale, physique, et je refais exactement la même chose et je deviens vice-champion du monde. Donc après, ça s'est suivi où je deviens peut-être le Français le plus régulier sur toutes les sorties de 2001 à 2008. Effectivement, donc là, tu as vraiment un bond qui s'est fait vraiment en l'espace de très peu de temps, en fait. Ben, tout à fait, parce que j'ai compris comment je fonctionnais, que ce soit physiquement, mais surtout mentalement. Et ça a été un levier, ça a pu me faire progresser de façon exponentielle dans ma démarche, dans ma recherche, dans la connaissance de moi-même et jouer un petit peu comme un DJ sur tel ou tel curseur et qui m'a permis d'évoluer dans mon potentiel technique, mon potentiel technico-tactique, mais surtout jouer sur ma confiance en tant que combattant. Alors, est-ce que ça ne dérange pas de nous en dire un petit peu plus concrètement comment ça se passait, comment tu arrivais justement à jouer sur tes états ou ta confiance parce que je sais que parmi les personnes qui nous regardent, il y a souvent encore des jeunes compétiteurs qui sont en proie justement au stress. Donc, ça peut être super si tu pouvais nous partager un petit peu plus en détail comment toi, tu as réussi à surmonter tout ça. C'était le fruit d'échanges, d'expérimentation. Donc, à partir de la sophrologie, moi, ça m'a permis de me dire que la musique influence mon état interne, mental. Donc, je me suis fait un mix de musique, en fait, qui pouvait jouer sur mon état interne, c'est-à-dire ma combativité, ma relaxation, ma confiance. Je mettais par exemple Rocky, je mettais encore des musiques de rap ou d'autres musiques de rock qui avaient eu des répercussions, on va dire, que j'associais peut-être à des moments de ma vie. Donc ça me mettait un peu plus en colère ou ça me relaxait. Et de là, ça me permettait, on va dire, de canaliser mon énergie dans une direction, de me concentrer mieux en vue de l'objectif, la compétition. Et je faisais des ancrages et des routines à partir de là. Et ça a été vraiment, pour moi, comme je le dis, quelque chose de très intéressant parce que j'étais, grâce à la musique, capable de me transformer, en fait. On parlait de super combattant, mais c'est ça. J'écoutais ce morceau-là, j'arrivais limite sur l'aire de combat en pleurs. Mais c'était une sorte de rage contrôlée, mais j'étais persuadé d'être au top, quoi. Et je m'y visualisais déjà en train de faire des échanges, des enchaînements techniques percutants, mais aussi performants, dans le sens où je me voyais faire cet enchaînement et je voyais le score favorable pour moi et mon adversaire baisser, avoir ce seuil de rupture que je voulais atteindre. Et petit à petit, je me projetais sur le podium en train de lever les deux mains pour dire que j'étais le meilleur. Et j'arrivais, j'étais persuadé d'être le meilleur. Et grâce à la musique, j'y arrivais d'une certaine façon. Alors, tu as parlé de termes un petit peu techniques. Juste pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'est-ce que tu appelles ancrage? Qu'est-ce que tu appelles seuil de rupture? C'est juste pour que ce soit clair pour ceux qui commencent. Alors pour moi, un ancrage, c'est une association mentale en fait. Par exemple, j'associe la musique de Rocky, par exemple, au fait d'être dans le dépassement, d'être dans l'engagement total. J'associe quelque chose d'extérieur à un état mental intérieur. Donc dès que j'écoutais ça, ça provoquait quelque chose en moi. Voilà, comme quelqu'un qui peut pleurer lorsqu'il va voir un film. À chaque fois qu'il va voir ce moment-là du film, ça va provoquer la même émotion. Voilà, c'est ce que j'appelle pour moi un ancrage. C'est pas forcément le bon terme, mais c'est comme ça que je peux le définir. Ensuite, le seuil de rupture, pour moi, c'est la limite mentale que je peux
mettre avec mon engagement physique et mental un adversaire pour le faire craquer, pour le faire abandonner, pour le faire perdre confiance. Donc c'est ça. Et pour moi, chaque adversaire a un seuil de rupture, celui auquel il va abandonner le match ou il va donner le match à son adversaire. On voit souvent en tennis ce seuil de rupture. Par exemple, on a des joueurs qui sont capables de gagner 2 sets d'affilée, mais il va se passer quelque chose en match, un échange, une perte de contrôle, une chute. Et là, ce qui va faire que ça va renverser le match au faveur de l'adversaire et il va peut-être perdre les 3 suivants. Et c'est ce que je recherche souvent, ce que je recherchais souvent dans mes combats, c'est-à-dire à faire craquer mentalement mes adversaires, que ce soit par la qualité de mes échanges, que ce soit par ma vitesse d'exécution, mon explosivité, ou que ce soit par une attitude de relâchement, un petit sourire en coin qui permet de dire t'as aucune chance face à moi, quoi. Et ça se joue. Et on peut le voir aussi en MMA sur des attitudes que certains peuvent avoir. Et on dit à ce moment-là, lorsqu'il rentre sur l'aire de combat, c'est lui le patron, quoi. Donc voilà, c'est jouer sur le langage du corps, c'est jouer sur la technicité, sur l'attitude et tout ça. Je pense que ça joue sur le comportement, en tout cas sur le mental. D'accord. Donc, c'est vraiment tout ce qui permet de mettre le doute chez l'adversaire et justement de le faire lâcher progressivement, quoi, en fait. Tout à fait, exactement. Ok. Et il y a différentes techniques pour le faire, quoi. J'ai compris que tu as fait un gros travail de préparation mentale. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes que tu as utilisées qui t'ont permis justement d'atteindre le haut niveau et d'être vraiment très régulier, d'être quasiment toujours sur les podiums? Ben, pour moi, en parallèle de la préparation mentale, il y a aussi l'analyse vidéo. Pour moi, il était important à arriver à un certain niveau, surtout dans le très haut niveau, lorsqu'on vise les Jeux Olympiques, de pouvoir analyser la concurrence, analyser aussi ses propres techniques, corriger, affiner son potentiel grâce à l'analyse vidéo. J'étais énormément dans la recherche, comme je l'ai dit auparavant, c'était aussi pour objectiver la performance, ma performance et celle de mes adversaires. Je voulais toujours avoir une longueur d'avance par rapport à eux, c'est-à-dire être capable de savoir comment mon adversaire bougeait, quelle était sa position favorite, quelle était sa technique clé. Et de là, pour moi, ça me permettait de travailler sur des stratégies contre ou parades qui me permettaient d'arriver avec une partition et dire à ce moment-là, je fais ça, ça, ça. Et c'était tellement réglé comme du papier à musique que je savais comment mon adversaire y bougeait avant de monter sur l'aire de combat, quoi. Et personnellement, ça m'a permis, comme je le dis, d'automatiser et d'affiner. Je travaillais sur la biomécanique du mouvement. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'étais capable de dire, voilà, tel ou tel moment, tel mouvement était capable de percuter de cette meilleure façon, de changer les trajectoires, d'être dans l'intelligence motrice, c'est-à-dire cette capacité à réguler dans le moment le mouvement parce qu'on a perçu un élément de distance changeant chez l'adversaire ou une attitude. Donc vraiment, j'étais constamment dans cette recherche et d'amélioration continue, quoi. Ah ouais, là, tu as fait un gros boulot d'analyse vidéo, quoi, en fait. Bah, j'étais pas seul. J'avais la chance d'avoir un collègue qui était aussi féru d'arts martiaux, mais aussi polytechnicien. Donc moi, je partais en Belgique, par exemple, mes week-ends pour travailler sur ça. On travaillait sur mes vidéos. On travaillait sur mes runes, rune après rune, seconde après seconde. Et il était capable de me faire une sorte de listing de tout ce qui s'était passé en termes de positionnement sur l'aire de combat, en termes de technique employée, en termes d'efficacité technique, c'est-à-dire le nombre d'échanges que je faisais et le nombre de points marqués. Et tout ça, ça me donnait une vision externe de moi, en fait. Parce que souvent, on peut s'imaginer qu'on est efficace sur tel ou tel mouvement, mais en fait, l'analyse vidéo permet soit de confirmer ou de donner un avis contraire, quoi. Donc ça, c'était vraiment, et j'étais constamment en train de réfléchir sur la façon par laquelle j'allais devenir un combattant intouchable, quoi. Et je voulais vraiment être le meilleur. Et pour être le meilleur, je pense qu'il faut s'entraîner, comme je le dis souvent, de façon invisible. Il y a ce qui se passe sur l'aire de combat, c'est ce qui se passe à l'entraînement, il y a ce qui se passe lorsque tu rentres chez toi ou lorsque tu te réveilles le matin. Et moi, je pense que j'avais cette longueur d'avance par rapport à mes concurrents. Donc là, ouais, en fait, ce qui compte également, c'est ce qu'on fait en dehors de la salle d'entraînement, quoi. Tout Et, à fait. et lorsque tu étais engagé dans ce processus de préparation mentale, d'analyse vidéo, c'est pas des choses faciles justement à faire. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées
en t'engageant dans ce processus? Les plus grosses difficultés, c'est d'abord les rencontres. Faire confiance, ça n'a pas été facile. Tester, faire des erreurs, rectifier, réajuster, ça n'a pas été facile. Et c'était aussi un temps énorme, c'est-à-dire que je passais les week-ends à partir en Belgique ou à l'autre bout de la France pour rencontrer le meilleur dans tel ou tel facteur, que ce soit en préparation mentale ou que ce soit en analyse vidéo. Donc ça, c'était beaucoup de temps que je prenais sur moi, sur ma récupération aussi. Donc ça n'a pas été facile à concilier. Et concrètement, c'est dur à dire à son entraîneur national, ce week-end, je serai par là. Ou en compétition, lorsque l'expert vient me voir, de le présenter en tant qu'expert. Donc ça peut créer, on va dire, des tensions dans le système fédéral, quoi. De se dire qu'on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans le pôle, quoi. Donc bien sûr, on essayait d'individualiser. Mais pour moi, pour être le meilleur, il fallait que je m'entoure des meilleurs. C'est clair. Donc là, c'est vraiment un style de vie, en fait. C'est pas genre, je pousse la porte du dojo, je rentre, je m'entraîne, je sors, c'est fini. Là, tu étais vraiment engagé dans un style de vie optimisé vers la performance, en fait. Mais je respirais taekwondo, je respirais entraînement, je mangeais entraînement, je mangeais taekwondo et j'essayais de me connaître, en fait. Connais-toi toi-même, c'était ça la meilleure chose pour être le meilleur, pour devenir le meilleur au monde. Dans ma démarche aussi, j'étais l'un des meilleurs en mi-lourd. Mais pour les Jeux, fallait être en plus de 80. Plus de 80, c'était la catégorie des lourds. Donc j'ai fait le choix de ne pas être dans une zone de confort, à être dans la catégorie des mi-lourds moins de 80, mais d'aller chercher mon plus grand adversaire, Pascal Gentil, qui était plus grand, plus souple et déjà médaillé olympique dans la catégorie. Donc pour moi, c'est aussi un challenge d'aller chercher le meilleur, d'aller bouffer les meilleurs pour devenir le meilleur. Vraiment la mentalité d'un compétiteur. Alors, donc là, pour résumer, de 2001 à 2007, tu as enchaîné quasiment que des podiums. C'est-à-dire que dès que tu participais à une compétition, il y avait un podium quasiment assuré. Ce qui t'a permis de réaliser cette performance-là, c'est essentiellement, bon, en plus des entraînements techniques et physiques, on est d'accord, hein, mais en plus de tout ça, c'est le travail personnel que tu fournissais de préparation mentale et d'analyse vidéo? Oui, tout à fait. Pour moi, la performance et surtout la très haute performance se joue dans le détail. Et pour moi, ce qui me manquait, c'était cette préparation mentale qui pouvait me permettre de développer mes habiletés mentales et cognitives en vue d'optimiser mon potentiel. L'analyse vidéo me permettait de me connaître moi-même, techniquement et au niveau de ma stratégie et celle de mes adversaires. Ces deux éléments rassemblés faisaient que j'avais pour moi un temps d'avance sur la concurrence, tout simplement. Et ça me mettait dans une dynamique positive. J'étais en recherche. Je ne subissais pas un entraînement, je le vivais, l'entraînement. Je le vivais par rapport à des éléments que j'allais chercher à l'extérieur. Donc c'était une synergie qui me permettait d'être, pour moi, dans le vrai, en fait. J'étais persuadé que j'allais réussir parce que le projet, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le menait pour moi. J'étais chef de mon projet. Ah bah là, franchement, tu nous as donné beaucoup de clés et beaucoup de pistes pour travailler. D'accord? Donc, je voulais vraiment te remercier et j'espère que tout le monde va bien prendre conscience qu'il faut que lorsqu'on cherche la performance, c'est un style de vie et que justement, il ne faut pas faire forcément une distinction entre la salle de l'entraînement et sa vie perso, on va dire. Tu l'as bien résumé, Luc. C'est un tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on le respire, on le mange. Et je parle de très haute performance, je parle de Jeux Olympiques, je parle de championnat du monde. Je parle de devenir le meilleur. Je ne parle pas, pour moi, lorsqu'on fait du haut niveau, le minimum, c'est d'être le meilleur au niveau national. Le minimum. Mais lorsqu'on vise les hautes sphères, le Graal, je pense que ça sous-entend beaucoup d'engagement, de sacrifice, de renoncement, d'analyser ses échecs pour pouvoir rebondir tout de suite après. Oui, ce n'est pas facile, en fait. Pour arriver à être le meilleur au monde, je pense que le parcours, il est jonché de choses, d'obstacles, et il faudra essayer de le surmonter. Mais par contre, moi, aujourd'hui, je suis persuadé que mon parcours aujourd'hui, comme je le dis, une expérience nourrie d'efforts, va me permettre aujourd'hui, si j'arrive à le transférer, à être un champion également dans la tête.
dans la vie de tous les jours, au quotidien. Au quotidien, on doit se battre, on doit être le meilleur. Donc forcément, ce que j'ai vécu dans mon sport, j'espère le devenir pour ma famille, dans mon job, pour les jeunes à qui je donne cette passion, je transfère, je transmets et je partage mon goût pour la victoire, pour la performance. Et c'est pour ça que je pense que je suis à ma place en tant qu'entraîneur, parce que j'aime le challenge, j'aime donner, j'aime partager, j'aime être chef de projet, comme le disais. D'accord. Ok. Bah, franchement, Michael, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré et franchement pour les bonnes astuces que tu as données. Et voilà, quoi. Si tu es d'accord, on pourrait se faire une autre vidéo sur laquelle on pourrait parler plus de ton expérience en tant qu'entraîneur national, puisque ça fait quand même 5 ans que tu entraînes des jeunes pour les amener à chaque fois au plus haut niveau. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on se fasse une vidéo sur ce sujet-là, quoi. Avec grand plaisir, on peut parler de ce transfert, comme je te dis, de cette expérience de terrain transférée aujourd'hui avec les savoirs théoriques que j'ai pu apprendre durant mon cursus universitaire et scolaire et ma formation en tant qu'entraîneur national auprès d'un groupe que j'entraîne en vue de les préparer à la performance internationale. Ah bah super. On va essayer de se fixer un rendez-vous et comme ça, on pourra en parler beaucoup plus en détail. Et je te encore une fois à te remercier. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette interview. Tu connais déjà la chanson. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi à la chaîne. Ça rendra les prochaines vidéos, les prochaines interviews beaucoup plus faciles à faire. Allez, à bientôt!